Donc nous sommes très heureux et très flattés de vous voir si nombreux ce soir pour écouter et participer, on espère, à la suite de la conférence que va délivrer Gilles Boeuf, que tout le monde connaît bien évidemment. Mais avant de le présenter, simplement vous rappeler dans quel cadre cette conférence a été organisée à l'université. Donc c'est dans le cadre de 2 journées dédiées à la biodiversité en Océanie, événement qui a été co-organisé par l'ensemble des acteurs de la recherche, ici et en Polynésie française, mais également des instituts tels que l'IRD, la CPS. Et bien évidemment, nous avons souhaité clôturer cette première journée, la seconde aura lieu demain, par une conférence grand public. Et c'est donc Gilles Boeuf, que tout le monde connaît, qui est professeur à l'université Sorbonne, ce qu'on appelait autrefois Pierre et Marie Curie, Jussieu, enfin bref. Il a eu de nombreuses fonctions, il a un grand pédigré, alors on ne va pas s'attarder sur toutes ces fonctions. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, eh bien, c'est ce qu'il va nous raconter de façon vive et passionnée sur la coévolution de la biodiversité et l'humanité. Et sans plus tarder, je vais lui passer le micro, et puis je tiens à remercier évidemment l'université qui a eu la gentillesse et la générosité de nous accueillir ce soir. Donc on en a pour jusqu'à 19h30. Il faudra libérer impérativement la salle à 19h30 puisque le bus qui accompagnait les participants aux ateliers devra repartir à 19h30. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis Gilles. Merci beaucoup Claude et bonjour à tous et merci de m'accueillir ici dans cette université. Bon, chaque fois que je viens en Calédonie, j'essaye de passer à l'université de Calédonie dans ce contact entre les jeunes étudiants et puis les enseignants. C'est extrêmement important. Alors je vais aborder un sujet aujourd'hui qui est à la charnière entre la recherche fondamentale et la philosophie, ou à partir de recherches très récentes qui sont faites à l'heure actuelle sur l'unité du monde vivant. En fait, de plus en plus maintenant, on se rend compte qu'un humain, c'est pas du tout que des cellules humaines, très loin de là. Un bébé humain à la naissance, c'est 3/4 d'eau, 3/4. Les filles et les garçons, 3/4 de flotte. Quand on l'a complètement oublié. Et c'est aussi largement autant de bactéries sur la peau et dans le tube digestif que les trous de nez, les yeux partout, que de cellules humaines. Et puis maintenant, on se rend compte qu'il y a en fait une coévolution et des réponses croisées entre les cellules humaines et ces cellules qu'on héberge en permanence. Ce qui fait que c'est intéressant parce que plus on travaille sur l'unité du système, mais pour se rendre compte qu'on est vraiment un tout, qu'on n'est pas unique, et plus nous on croit qu'on est sorti du système vivant, qu'on est à côté, que finalement il y a la biodiversité, puis il y a l'humain qui est là-dedans. La biodiversité, des fois, on ne l'aime pas du tout. On me dit, les moustiques, ça sert à quoi? C'est une bonne question qu'on pose souvent. Et puis, à côté, il y a ceux qui adorent la biodiversité. Comment on travaille? Et comment, de plus en plus, le monde économique s'empare aussi de ces questions-là? J'ai déjà fait 3 interventions, déjà, depuis que je suis arrivé ici. Une à la CPS, très émouvante, vendredi dernier, devant la Commission du Pacifique, sur l'apport d'un scientifique à la réflexion sur, aujourd'hui, ce qu'est l'océan. Pour une région incroyable, qui est quand même une région d'abord océan. Ici, ça, c'est clair. Et puis 2 conférences que j'avais fait en arrivant à Nouméa il y a 15 jours, là, une à la CCI et puis l'autre pour le mouvement associatif calédonien à la Maison de la Province Sud. Donc mon propos, c'est de vous démontrer que d'abord, vous amener à penser que nous sommes la biodiversité, on est dedans, pour une raison bien simple. C'est que si j'arrive à vous convaincre que nous sommes la biodiversité, chaque fois que vous allez l'agresser, vous vous auto-agressez. Ce qui n'est pas très malin pour une espèce qui elle-même s'est appelée Homo sapiens. Qui nous a appelés comme ça, nous? Il s'appelait Carl von Linné, il était suédois, il était botaniste. Et à l'époque, on ne donnait pas de nom, il n'avait pas de nom. Linné, ça veut dire tilleul en suédois. Alors, monsieur Tilleul, parce qu'il était botaniste, invente la classification binominale, un genre, une espèce, Homo sapiens, Canis, le chien, Canis lupus, le loup, Escherichia coli, vous connaissez bien. Et puis nous, ils nous appellent Homo sapiens. Alors, premier gag, il n'y a pas d'Homo sapiens déposé dans un musée qui est le type de l'espèce. Alors que tout à l'heure, Philippe Grandcola nous expliquait que quand on trouve une nouvelle espèce, on la décrit, on la séquence maintenant et on la met dans un musée d'histoire naturelle. Il n'y a pas d'humain déposé comme étant le type d'Homo sapiens. Peut-être le squelette de Linné là-haut en Suède. Et il appelle l'humain sapiens alors qu'il avait déjà appelé des espèces Atrox, Ferox,
horribilis, horridis, goulot. Bon, moi, je lisais les journaux en arrivant chez vous parce qu'on met du temps pour venir de Bordeaux en Nouvelle-Calédonie, à Nouméa. Et en lisant le journal, je me disais finalement, les relations entre les humains entre eux, entre les hommes et les femmes pour commencer, et après entre les humains et les non-humains, c'est pas l'adjectif que j'aurais en premier lieu qui me mènerait à l'esprit sapiens. C'est l'homme qui sait, l'homme qui est sage. Donc on va réfléchir un petit peu à tout ça. Et pour terminer cette histoire de la classification, il était à l'époque du comte de Buffon, qui était intendant du roi, et intendant du jardin du roi et des plantes médicinales, qui va devenir à la Révolution française le Muséum national d'histoire naturelle à Paris. Et avec Buffon, ils ne pouvaient pas se sentir, en fait. Ça arrive souvent chez les gens. Ils ne pouvaient pas se saquer l'un et l'autre. Alors, ils ne sont jamais croisés parce que j'avais trouvé des notes comme quoi Linné était venu au muséum, enfin au jardin du roi de l'époque en 1738, et Buffon prend sa charge en 1742. Mais ils ont passé leur temps à s'insulter par lettres interposées. Et pour terminer l'histoire, comme il décrivait les espèces, il cherche l'animal le plus laid d'Europe, le crapaud pustuleux, qui pour l'éternité s'appelle Buffo 2 fois. Vous voyez qu'ils sont un peu aussi les scientifiques. Alors, mon histoire, c'est pourquoi est-on aujourd'hui intranquille ? C'est vrai que finalement, regardez, on est bien ici, on est content d'être ensemble et tout. Là, bon, on vit, on adore la Calédonie, on a envie d'y vivre, on veut élever une famille, des enfants, des petits-enfants. On veut créer de l'emploi, ça c'est fondamental aussi dans nos systèmes actuels. Et on veut faire tout ça avec bonheur, sans avoir à migrer, sans détruire l'endroit où on habite. Et ça, c'est vraiment la question qui est en permanence posée aujourd'hui, où qu'on soit. Je pourrais donner plein d'exemples tout à l'heure. Je vous montrerai pour terminer ma comparaison entre le système économique actuel et ce que fait le vivant. Le vivant est là depuis presque 4 000 millions d'années, 4 milliards d'années. En R&D, c'est quand même pas mal, effectivement, depuis le début que la vie existe sur la Terre. Hein. Et puis, notre arrogance nous empêche de regarder comment fait le vivant. Et vous verrez que si on le regardait de plus près, je pense qu'on ferait moins de bêtises. Alors, 2 écosystèmes ici, bien connus des écologues. Là, un coin que connaît très bien Philippe, c'est le camp des Nouracs du CNRS en Amazonie, en Guyane, que connaît très bien Jean-François aussi. Là, vous avez peut-être 50 000 espèces au kilomètre carré. Donc une extrême richesse qu'on appelle les hotspots, les points chauds de diversité biologique. Et l'équivalent marin, vous l'avez ici en Calédonie, c'est plus la forêt tropicale humide, c'est le récif corallien. C'est celui du sud ici que j'avais photographié en allant à l'île des Pins à l'époque. Et là, vous avez 5 à 6 000 espèces au kilomètre carré. Donc déjà, beaucoup moins d'espèces dans le milieu marin que dans le milieu terrestre, pour des raisons que je pourrais vous expliquer tout à l'heure. En gros, aujourd'hui, dans les rapports que l'on a, c'est à peu près 1 sur 6. On pourrait dire qu'on connaît moins l'océan. C'est vrai, mais pas autant que ça. Ce qui veut dire que l'océan est très stable depuis longtemps, beaucoup plus que les milieux terrestres. Il est continu. De grâce, arrêtons de parler des océans. One ocean, juste un seul, unique, grand, en connectivité totale, en continuité. Et salé. Il est salé, il est continu, et puis il est beaucoup plus stable que les milieux d'eau douce ou les milieux aériens. Tout ça font les particularités du système. Et je vous ai mis en haut donc un écosystème que les humains ont construit. Shanghai, la moitié des Français. Voilà. Vous avez 32 millions d'habitants à Shanghai. Donc effectivement, vous imaginez bien que quand on fait ça, on modifie bien sûr l'environnement et ça fait quelques dégâts sur notre diversité biologique. Alors on est dans un système d'intranquillité qui est celui-là, qui est le fait que finalement, regardez, j'ai mis 2 courbes. En haut, c'est la température, telle que le GIEC nous la sort. En gros, j'ai regardé, ici à Nouméa, depuis 120 ans, vous avez gagné 1 degré en température de surface de l'océan et 1,2 en température de l'air, à peu près. C'est ce que nous disent les climatologues. Et en bas, c'est une courbe simplement de la montée du niveau de l'océan. Pendant 5000 ans, dans les 5000 dernières années, l'océan était très très peu monté. 1 millimètre par an. Et là, c'est reparti à la hausse. Depuis 18 ans, on est à 8 cm. Donc ça monte 3 fois plus vite qu'il y a 18 ans. 18 ans, c'est ridicule en temps par rapport au temps, bien sûr, du vivant ou du monde minéral qui nous entoure, bien évidemment. Alors, ça nous inquiète un petit peu. On regarde ce qui se passe. Et puis, je vous ai mis un petit symbole, ma chouchoute actuelle, qui est une petite grenouille qui ne vit qu'en Patagonie. On va me dire, bon, on s'en fout de ta grenouille, on ne sait même pas qu'elle existait avant d'arriver ce soir ici. Ça ne fait rien. Darwin fait son tour du monde avec le Beagle et il trouve cette grenouille dans une forêt de Patagonie, près de Coyhaique, dans le sud du Chili actuel. Puis, comme on faisait à l'époque, il la met dans un bocal et on l'oublie. Elle reste 120 ans, 130 ans dans les collections du British Museum à Londres. Il n'y avait pas encore le National History. Et puis, il y a une trentaine d'années, quelqu'un fait une révision des collections, trouve ce truc. Mais tu as vu, une grenouille pas connue. C'est Darwin qui l'a trouvée. Donc, on l'appelle Rhinoderma darwini.
Et pourquoi est-elle symbolique, cette grenouille? Alors on la recherche, hein, il y a tout un programme au Chili de restauration des populations. Elle ne vit que dans les grandes forêts d'Araucaria. Alors ici, vous avez 14 espèces d'Araucaria, j'en suis... c'est fabuleux, qui sont néo-calédoniens, mais vous avez, je ne vais pas dire le plus beau, sinon je vais vous vexer, mais un très beau que le grand Araucana, qui vit entre 1000 et 2500 ans, qui est très haut, qui est tout l'Araucaria de la Patagonie, en fait, chilienne et argentine. Eh bien, cette forêt s'en va. Elle est remplacée par des humains, par des eucalyptus et par des pins. Et ma petite grenouille a horreur de ça. Ma petite grainette de Darwin ne pourra jamais s'adapter à des forêts de pins et d'eucalyptus. Elle va partir. Et c'est un peu la même litanie qu'on a un peu partout dans le monde quand on se promène. Donc elle est un peu le symbole de l'histoire. Et puis hier, je suis parti avec Hervé. Il m'a emmené dans un coin magnifique, pas très loin ici de Nouméa. Et on a trouvé ici un de vos geckos endémiques de la Nouvelle-Calédonie. Et vous avez des choses qui sont fascinantes ici. Pas de lézards, des geckos et des singes, c'est intéressant ça. Il y a des groupes qui sont quasi absents et des groupes qui sont incroyablement populeux, qui sont liés à l'originalité de cette terre incroyable qu'est la Nouvelle-Calédonie. Alors vous allez me dire, bon, écoute, tes machins, c'est sympa, mais on s'en fout. Hein. Comment on fait une activité économique, comment on se développe, malgré le gecko et malgré la rainette de Darwin. Et c'est là qu'on oublie les aspects éthiques. Emparez-vous symboliquement de ces espèces qui ne vivent que là. Si vous ne les sauvez pas, vous, personne ne les sauvera à votre place. Et c'est la relation entre les humains et les non-humains que je vais aborder maintenant. Alors, en fait, pourquoi est-on intranquille? On est intranquille parce qu'il se passe des tas de choses. Et toutes ces questions environnementales sont très liées. Ce qui est difficile à aborder d'ailleurs parce qu'il y a de tout. Hein. Les questions d'énergie, j'en parlais pas beaucoup, de l'eau, on en a parlé un petit peu, du vivant, du climat, des pollutions, des interactions de l'humain avec cette nature qui nous entoure, où que l'on soit. Et puis surtout au niveau énergétique, du feu à l'énergie nucléaire. Qu'est-ce qui va différencier l'humain de l'animal? Il y a eu quelques étapes dans l'évolution très claires. Donc on part d'un système, on est d'accord. Le vivant est parti, on est vers à peu près 4 milliards d'années dans l'océan. La vie est restée océanique pendant au moins 3 milliards d'années, hein, rien n'était sorti. Vers 1 milliard d'années, les premières cyanobactéries sortent vers les continents. Et vers 450 millions d'années, le vivant élaboré, tel qu'on peut l'imaginer, plantes et animaux, sort aussi vers les continents. Et c'est intéressant parce que ce vivant qui sort de l'océan, il ne saute pas. Il passe par la zone côtière. Et moi, je vais travailler toute ma vie sur la zone côtière. C'est quoi cette eau bizarre qui n'est ni salée, ni douce, et qu'entoure tous les continents depuis les origines en fait, du système hein, de la géodiversité, de la biodiversité. Puis on passe maintenant aux biotechnologies, au numérique, au nanotech, à la robotique, avec tout ce qui est posé. Et là, je suis mon ami Edgar Morin. Je suis vraiment un fils spirituel d'Edgar Morin en matière de philosophie. On travaille pas mal ensemble. On a fait un beau duo il n'y a pas très longtemps. Et avec Edgar dit en fait, on est dans une frénésie de découvertes scientifiques et technologiques qui vont très 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 vite, mais est-ce que la capacité intellectuelle de réfléchir à l'usage que l'on fait de ces découvertes suit? Il dit non, on est encore dans la barbarie, dans la façon que l'on a d'aborder ces questions-là. Tout à l'heure, je parlais des relations entre les hommes et les femmes, elles sont encore tout à fait barbares quand on voit ce qui se passe aujourd'hui. Donc comment est-ce que tout ceci est perçu et peut intéresser un écologue? C'est ça la question en fait. Dans un contexte général de démographie qui galope, juste 2 chiffres. Depuis que je suis né, je ne sais pas si c'est que ça, on a presque quadruplé la population humaine, entre 3 et 4. 1945, on est 2 milliards d'humains sur la Terre. Aujourd'hui, on arrive à 8. Alors bien sûr, c'est une chose à prendre en considération, bien évidemment. Comment on résout ça pour un écologue, c'est intéressant. Et les ressources. Parce que la ressource, bien sûr, on a une belle question cet après-midi. Quelqu'un a dit, est-ce que parce qu'on multiplie la population, on pêche plus? Et la réponse a été oui, évidemment. Ce n'est pas linéaire, n'empêche que c'est vrai. Plus on est nombreux, plus on exploite. Et le paradoxe actuel, c'est qu'il faut nourrir 8 milliards d'humains, puis 9, puis 10. Alors, sans augmenter indéfiniment les surfaces agricoles, sinon ici, nous, les biodiversitateurs, là, on pomme nos zones humides et on pomme notre forêt tropicale humide et le récif corallien. Comment on fait ça? Donc, c'est des vraies questions de recherche et de technologie qui sont posées. Comment on produit plus sans empoisonner les gens avec la chimie? Donc, c'est des questions qui sont en permanence récurrentes dans nos systèmes. Et je termine par cette introduction par une maxime de Paul Ehrlich. Ehrlich, c'est un vieux bonhomme, je crois qu'il est né en 1921. Et il disait, en fait, il est reçu à l'Académie des sciences royales britanniques il y a quelque temps, et il disait, en fait, ce qui est écrit là, « Can a collapse of global civilization be avoided » Est-ce qu'on peut encore interdire un effondrement de nos civilisations? Voilà, le débat est lancé. Comment nous, on peut y répondre?
Alors, je vais être très clair, je suis un scientifique, moi je sais faire que ça. Science-based. Hein. Donc, on est là pour, d'une part, tuer toutes les fake news possibles et imaginables qui sont sur le net et partout. On a créé une revue qui s'appelle The Conversation, que je vous engage à lire, c'est gratuit. Vous allez ce soir vous abonner à The Conversation, en français et en anglais. Et on est 3000 scientifiques en France à s'occuper de ça. On casse les fake news. Hein, Philippe, qui est là, a écrit beaucoup de papiers. C'est très important, sur tous les domaines en fait, pour que nos gamins, nos étudiants, ne soient pas confrontés à des choses qu'ils vont recevoir du net et qui sont complètement fausses. Avec des gens qui ont un intérêt certain à maintenir ces choses qui sont fausses, pour des raisons extrêmement court-termisme, pour gagner de l'argent à très court terme. Et c'est là quelque chose qui correspond à ce qu'est une démocratie. On ne peut pas continuer aujourd'hui, pour l'intérêt de quelques-uns, à massacrer nos écosystèmes. Alors je vous ai mis des bactéries, nous sommes un monde de bactéries, on va y revenir. Je vous ai mis des dinoflagellés, petites algues ramenées lors du programme Tara. On s'est rendu compte qu'elles sont extrêmement abondantes dans l'océan, de façon qu'on n'imaginait pas du tout. Ce sont des protistes, hein. C'est des cellules uniques, mais qu'un noyau. Elles sont plus grosses que les bactéries, il y en a partout. On en parlait cet après-midi aussi, 400 000 séquences nouvelles ramenées sur un milieu marin dont on connaît 300 000 espèces, c'est intéressant quand même. Maintenant, on en a parlé aussi, comment on transforme ça en espèces, c'est une autre question. Je vous ai mis un autre chouchou, c'est le tardigrade, qui a des capacités d'adaptation exceptionnelles. Et puis, sur un volcan qui est en haut ici, qui est le piton de la Fournaise à l'île de la Réunion, une fois la lave refroidie, le vivant qui reprend ses droits et qui s'installe dans cette résilience possible. Tout est basé là-dessus. Et le seul écosystème où il n'y a pas de vie sur la Terre, il est en haut, là, ce sont les laves de volcans. 1200 à 1400 degrés, il n'y a pas de vie. Mais quand ça refroidit, la vie s'installe, bien évidemment. Alors, voilà. Voilà, ça c'est l'intranquillité. On a vécu depuis le mois de octobre dernier, en France, ce mouvement dit des Gilets jaunes, qui est assez intéressant. J'en parlais avec Nicolas Hulot, qui me disait, en fait, c'est venu parce qu'on n'a pas pris les mesures sociales qu'il fallait prendre avant de commencer à mettre sur le marché des mesures qui sont environnementales. On l'avait souvent dit aussi depuis très longtemps, aucune taxe écologique qui ne serait pas substituée à une autre, pas rajoutée en plus en permanence. Et ce mouvement a vraiment empoisonné le système pendant pas mal de temps, hein. Il y a de tout dans ces gens-là. Ils ne sont pas bien. Alors, il y a quelques mouvements politiques que j'exclus, qui ne m'intéressent pas, qui ont repris ceci. Mais au départ, c'est vraiment un mouvement social très fort pour dire on est intranquille, on est malheureux. Pourquoi ça se passe? On va voir les bases écologiques là-dessus. Ce qui me gêne considérablement aujourd'hui, c'est qu'on fait croire à ces gens-là que l'écologie, c'est un sport de riches. C'est dramatique. Les premiers qui vont trinquer quand ça va aller mal, ce ne sont pas les riches, hein. On revient au système classique aujourd'hui. Puis après, on revient aussi à la malbouffe. Je regardais des gens qui font des courses dans les supermarchés. Quand j'avais 20 ans, moi, les pauvres, ils étaient maigres. Maintenant, les pauvres, ils sont gros. Alors, on peut se poser la question, parce qu'on est pauvre, on va manger n'importe quoi? Quand je vois les paquets de chips, on me dit les pauvres n'ont pas de quoi acheter à manger. Le chip est 7 fois plus cher que la pomme de terre. Donc, il y a bien un problème d'éducation à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on mange? Dans quelles conditions? Des sodas hyper sucrés, du coca. Problèmes d'éducation qui sont extrêmement importants aussi. Dans un panier de ménagère, dans les années 50, l'alimentation, c'était la moitié du coût du panier. C'est 14% aujourd'hui. Nous sommes le reflet de ce que nous mangeons. Et ça, c'est une des plus grandes erreurs qu'on ait faites depuis une quinzaine d'années, le low cost en matière d'alimentation. Payez ce que vous mangez. On aura un monde agricole qui vivra beaucoup mieux. C'est trop cher pour les pauvres. Une carotte bio, ça vaut 3 centimes de plus qu'une carotte pas bio. Donc, on est vraiment sur des choses qui sont essentielles. Ici aussi, vous verrez de l'écologie. Tiens, voilà. Alors, tout a commencé sur un monde minéral. Le vivant, il n'est pas apparu comme ça, par hasard, sur quelque chose. Et il s'est construit sur un monde minéral antérieur. La Terre, maintenant, c'est très clair. On l'a daté à 4-6 milliards d'années. On a plein de méthodes pour faire ça, toutes très cohérentes, 4-6 milliards d'années. Et nous avons une météorite qui est gardée au muséum, la météorite d'Orgueil, qui est là-haut, qui tombe dans un champ près de Toulouse en mai 1864 et qui raconte l'histoire. Ce caillou est contemporain de la mise en place du Soleil et de la Terre. Alors, quand vous le caressez, ça change un peu les relations au caillou, vous pouvez me croire. Hein. Je caressais un truc de 4-6 milliards d'années. Waouh! Et c'est ça le rôle de la science ici. Il y a plein de scientifiques ici. Quel est notre rôle finalement? Il est en fait, à partir d'un objet qui apparemment n'a aucun intérêt, en plus qui est moche ici, il est vraiment moche ce truc, hein, de l'étudier et de raconter une histoire science-based. Et quand vous dites que ce truc ultra moche qu'on aurait jeté à la poubelle à 4,6 milliards d'années est contemporain de la mise en place du Soleil et de la Terre, ça, c'est effectivement l'aspect émerveillant de ce que peut être la recherche scientifique.
Puis vous avez mis votre océan ici, ça c'est à Tontuta, quand l'avion se posait de jour, parce que maintenant il se pose de nuit, on ne voit plus ça du tout, c'est dommage. Hein. Et vous avez la côte ici calédonienne, alors avec une composition de l'océan qui est extrêmement stable. Ça fait 100 millions d'années que l'océan n'a pas changé. En fait, vous savez, en 2019, l'anniversaire du tableau de Mendeleïev, hein, qui a fait suivre beaucoup de gens. Moi, j'adorais ça quand j'avais 15 ans. J'adorais le tableau de Mendeleïev. Hein. Pourquoi l'hydrogène en 1, le sodium, le calcium, ils n'étaient pas là par hasard? Eh bien, c'est inventé dans l'univers depuis là, c'est 14 milliards d'années. Et puis, vous avez la mise en place de tous les systèmes qui sont intéressants dans ce tableau de Mendeleïev. Une goutte d'eau de mer en contient 62. Quand vous y nagez de main en avalant un petit peu d'eau, j'avale 62 éléments du tableau périodique de Mendeleïev. C'est magique. On doit être très fiers de cela. On l'a oublié. Voilà, ça c'était mon système que j'ai passé ma vie à étudier. Je vous y mets un estuaire. J'aurais pu mettre ici l'estuaire de la Doumbéa, ou celle que vous voulez, de la Tontuta par exemple. Ça, c'est Priamada, peu importe. Donc en haut, là, vous avez de l'eau douce. En bas, de l'eau de mer. Je vais prendre 3 valeurs qui sont universelles depuis 4 milliards d'années. On calcule ça en pression osmotique. La pression osmotique, j'en parlais avec mon ami tout à l'heure, là, c'est simplement l'expression de la salinité d'un milieu ou du sucre aussi. Ça fait une pression osmotique, ça fait grâce aux électrolytes de l'eau, en fait, vous développez une pression. 3 chiffres. L'océan mondial, partout, 1050. Voilà pourquoi il y a un seul océan. Pourquoi il serait tout le temps à 1050 s'il y avait plusieurs océans? Pourquoi dans l'océan, vous avez 11 millimoles de potassium, où que vous alliez, au large. Hein. Sur la côte, ça peut changer avec l'arrivée des rivières. 11 millimoles de potassium, 1050 milliosmoles. L'humain, 302. Ça ne bouge pas, garçon-fille, depuis que l'humain existe, Homo sapiens, c'est 302. On ne l'a pas mesuré, mais il n'y a pas de raison que ça ait changé. Hein. Ça ne bouge pas du tout. Et nous, on a 3-4 millimoles de potassium. Pourquoi est-ce que dans notre sang, regardez, j'ai mesuré ici, c'est quoi la salinité de cette zone qui n'est ni marine ni douce, qui est de l'eau saumâtre? Eh bien, c'est notre sang. Pourquoi avons-nous dans notre sang, où qu'on soit, tout le temps, 142 millimoles de sodium? Vous regarderez votre prochaine analyse de sang, vous précipiterez, qu'est-ce qu'il a raconté Gilles Boeuf là, hein? Vous regarderez, je suis normal, hein, 142 millimoles de sodium, 4 millimoles de potassium et 105 millimoles de chlorure. C'est l'histoire ancestrale de la vie dans l'océan. On le raconte en permanence. Et ça aussi, on l'a oublié. C'est ça qu'il faut qu'on remette dans le crâne de tous nos gamins, de l'école maternelle jusqu'à l'école nationale d'administration, qui n'a aucune idée qu'ils sont remplis de bactéries et puis qui sont effectivement faits d'eau de mer depuis l'origine du vivant et du système. C'est un peu méchant. Alors voici le plus ancien être vivant que l'on ait à Paris, des cyanobactéries qui viennent d'Australie d'ailleurs, datées à 3,45 milliards d'années, et les mêmes. Tout à l'heure, quand je suis arrivé, là, il y a une flaque d'eau. Tout à l'heure, en sortant, vous allez la regarder un peu avec respect, cette flaque d'eau. Et là-dedans, vous avez des cyanobactéries. Sur le campus de Nouville, ici, de l'Université de Nouvelle-Calédonie. Ah, j'ai ça chez moi? Oui, dans votre jardin aussi. Hein. Chaque flaque d'eau. Alors, elles tiennent depuis 4000 millions d'années. Je pense qu'elles méritent un peu de respect. Comment elles ont fait pour durer aussi longtemps? Et quand on parle d'entreprise qui est effectivement aujourd'hui durable, la plus belle durabilité qu'on pourra jamais inventer, c'est la vie sur la Terre. C'est la plus belle entreprise de la planète. Comment elle a fait? Elle a failli passer à la trappe plusieurs fois, hein, je vais vous le montrer. Mais elle est toujours là. Alors, allons voir comment elle fait, justement. Alors, vous voyez, l'histoire n'a pas été un long fleuve tranquille, parce qu'il s'est passé des tas d'événements. Alors, en gros, les géologues nous disent, sur 800 millions d'années, on a 60 crises d'extinction. Alors, l'extinction, comment elle est définie par les géologues? C'est, sur un temps court, on reviendra après à ce qu'est un temps court, la disparition d'au moins les 3/4 des espèces sur un temps court. Marine et terrestre, les deux. Il faut que ce soit dans les deux systèmes. Et on en a compté 60. Et sur les 60, il y a 5 très grandes crises qui ont été identifiées. La troisième a fait disparaître 96% du vivant. Pour toujours, il n'y aura plus jamais de trilobites, il n'y aura plus jamais de coraux tabulés. Et puis la dernière, la 5e, elle fait disparaître effectivement les fameux dinosaures. Hein. Et puis aussi les ammonites, ces ammonites incroyables qui étaient partout, elles s'en vont. Et vous voyez que des fois, c'est vraiment très précis. Je vous ai mis un oursin en bas. À la grande époque de la 3e crise d'extinction, aujourd'hui, on connaît 700 oursins sur la Terre. Aujourd'hui. Elles sont toujours en eau de mer. Les oursins n'ont jamais été capables de sortir ni vers l'eau douce, ni vers l'eau saumâtre. Ils sont marins. Il y a des raisons à cela, bien sûr. Hein. 700 espèces. 2 sont passées de l'ère primaire à l'ère secondaire. 2. Tu lui auras de la culotte des oursins. Hein. Eh bien, 2 passent, et c'est eux qui ont fait les 700 espèces actuelles que l'on connaît aujourd'hui. Donc, vous voyez que c'est souvent des coups de poker. D'ailleurs, c'est ce que dit ici le papier de nos collègues de Dijon. Good genes and good luck. Hein. Il faut les bons gènes au bon moment, et puis de la chance.
Et ils sont passés, les oursins, ils sont toujours là. Les trilobites ont disparu, les oursins sont restés jusqu'à nous. Donc ça, c'est intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est de voir combien de temps il a fallu pour restaurer des espèces de 2 à 3, 6 millions d'années, 23 millions d'années pour arriver à 10, et 51 millions d'années pour arriver à 80 espèces. Ce que je dis au monde politique, c'est facile de détruire. Hein. Il y avait d'ailleurs un poète chinois qui disait « Il me faut une fraction de seconde pour écraser une mouche, l'éternité pour la refaire ». Et on est vraiment là-dessus. Et avec le monde politique, la discussion sur le temps est absolument essentielle. C'est facile de détruire. Alors bien sûr, nous, on va essayer de restaurer. On a des gros travaux sur la restauration des écosystèmes, hein, sur une résilience qui est possible. Mais réfléchissez aux efforts que ça demande. Il vaut bien mieux ne pas les détruire que les restaurer. Alors voilà, ça c'est une goutte d'eau de mer. Où que vous alliez sur la Terre, depuis 4 milliards d'années, c'est comme ça. Une goutte d'eau de mer, je filtre ça à 1,5 micron, je trouve. Les grosses en jaune, ce sont donc mes fameux protistes, là, mes micro-algues de l'océan. Les petits points jaunes tout petits sont les virus, et les points jaunes moyens, ce sont des bactéries. Et ça fait 98% de la biomasse de l'océan. Oubliez vos coraux, oubliez vos poissons, oubliez vos baleines. 98%, c'est ça. Et ça, alors, complètement sous-estimé depuis les origines du système. Aujourd'hui, en nombre d'espèces connues, puisqu'on aime bien faire ça avec Philippe, calculer des espèces, et avec Jean-François aussi, on connaît un peu moins de 300 000 espèces dans l'océan. Et à peu près 2 millions au niveau des continents. 2,3 millions. Qu'est-ce qui existe réellement ? IPBES disait récemment 8, je pense que c'est au moins 20. Donc effectivement, il y a un vrai défi qui est lancé sur la connaissance de cette diversité. Regardez, c'est intéressant de voir l'infiniment petit et l'infiniment grand ici. Alors, deuxième écosystème après une goutte d'eau de mer, un sol. Alors, si vous voulez un sol que vous aimez, prenez votre jardin en rentrant chez vous tout à l'heure. Vous adorez votre jardin, parce qu'il n'est pas au voisin, il est à vous. Vous le gratouillez, c'est ça votre jardin. Si vous ne l'avez pas massacré avec des pesticides et insecticides depuis les origines, bien évidemment. 26% de tout ce qui est connu sur la Terre vient des sols. 13% de l'océan, le double des sols. Partout. Et c'est le support de l'agriculture. Et c'est le support de l'alimentation humaine. On a massacré la moitié des sols depuis une 50aine d'années. Prenez une terre de la Beauce, vous la prenez à la main, vous la sentez, elle est blanche. Il n'y a plus rien dedans. Il n'y a pas de vers de terre, mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien dedans. Prenez une bonne terre qui n'a pas été massacrée, qu'on a gardée, qu'on n'a pas labourée trop souvent. Elle est incroyablement riche, avec des colamboles, des tardigrades, des vers de terre, des nématodes, des acariens, 3,5 tonnes de micro-champignons à l'hectare, 2,5 tonnes de bactéries à l'hectare. On l'a complètement négligé. Première chose à restaurer nos sols. On ne nourrira jamais 8, 9, 10 milliards d'humains sans des sols qui soient aujourd'hui retrouvés. Et un des symboles qu'on avait lancé avec des collègues en France, c'était « Nous voulons des coquelicots ». Quand vous voyez des coquelicots dans un champ, eh ben, c'est que ce n'est pas entièrement pourri, finalement. Mais quand vous faites 100 km sans avoir un sol, c'est qu'on a quand même beaucoup, beaucoup massacré ces sols qui sont le support de toute l'alimentation. Donc, une goutte d'eau de mer, un fragment de sol, et après je m'arrêterai après un troisième écosystème. C'est quoi ? C'est l'intestin d'un bébé humain à la naissance. On est tous passés par là, garçons et filles. Je pense qu'il y a des mamans ici qui ont eu des bébés. Rappelez-vous bien, mesdames, comment ça s'est passé ? À quel moment votre bébé que vous allez mettre au monde va entrer en contact avec la biodiversité de la planète Terre ? Ce n'est pas pendant la grossesse. Le tube digestif est quasi axénique pendant la grossesse, il n'y a pas de bactéries. C'est le moment précis de la rupture de la poche des os. C'est quand le papa se dépêche d'emmener la maman à l'hôpital parce que ça commence à devenir urgent, là, hein, sinon elle va accoucher dans l'escalier. À ce moment précis-là, les bactéries du tractus génital de la maman se précipitent pour aller contaminer ce bébé. Un bébé humain, il met 2 années à stabiliser sa flore. Et depuis qu'on travaille là-dessus, ça a changé énormément de choses. Parce qu'on a modifié ça, 300 maladies nouvelles en France, je suppose que c'est pareil ici à Nouméa, depuis 1940. Si j'enlève les maladies qui sont liées à l'exposition au soleil, les cancers de la peau, hein, et puis les maladies qui sont liées au vieillissement, parce qu'on développe des pathologies qui n'existaient pas à l'époque, parce qu'on vivait beaucoup moins longtemps, tout est lié à des questions d'effondrement du vivant ou de changement climatique. Donc avec mes copains médecins à l'Hôtel Dieu, on travaille beaucoup là-dessus, on regarde comment ceci, bien sûr, évolue. Et l'un des graves problèmes que l'on vit, c'est la malbouffe, que j'évoquais tout à l'heure, et surtout aussi, c'est l'excès des antibiotiques. Surtout dans les productions animales, d'ailleurs, pas uniquement au niveau médical. Hein. Alors regardez notre relation au vivant. Tara Océan, un tour du monde, 2009-2013, on séquence la couche superficielle de l'océan.
On ramène ces séquences qu'on évoquait tout à l'heure. On fait 3 papiers dans la revue Science le 22 mai 2015. C'est quand même pas mal. 5 papiers. Et puis, regardez ici. Je vous ai mis ici, justement, ce que font les collègues de Roscoff. En rouge, ce sont des gènes qui ne viennent que de bébés humains. En gris, en bleu, des gènes de microalgues de l'océan. Eh bien, nous avons en commun avec ces microalgues de l'océan un tiers de notre génome. De quoi on vient ? Il n'y a pas que des chimpanzés, hein. Nous venons aussi, on a un tiers de nos gènes. Alors je parle de la partie codante du système avec les microalgues, 2 tiers avec une mouche, 60% avec une banane, 98% avec un chimpanzé. C'est là qu'il faut qu'on admette qu'on vient du même moule. Et ça, si on l'admet, ça change beaucoup de choses. Et pour vous achever, je terminerai mon introduction comme ça. Ça, c'est quoi ? Votre lit ce matin. Parce que vous y avez dormi, dans chaque lit humain, alors mon truc marche que vous dormiez tout seul ou à 2, ça marche mon système, hein, c'est pareil. Hein. Vous avez entre 1 et 2 millions d'acariens par lit. Je dis souvent à mes étudiants, vous avez plus de relations intimes avec vos acariens qu'avec votre copine ou votre copain, hein, bien sûr. Hein. On a des trous de nez dans les oreilles partout. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils bouffent les humeurs d'un lit humain le matin. Il y a des poils, il y a une peau qui se desquame, il y a plein de trucs, hein, des cheveux. Et puis si vous restez longtemps sans venir dans votre lit, ils changent de lit, ils vont là à côté pour trouver un lit dans lequel un humain va bien vivre dedans. Et une jeune femme me disait un jour, mais c'est horrible, vos trucs, vous avez vu comme c'est moche, vos acariens, là, c'est pas possible, quoi. Des épines, des poils partout. Elle me dit, j'ai une petite fille, elle a 3 mois, c'est comme ça. J'ai écoutez, vous savez ce que vous faites ? Vous prenez votre bébé dans vos bras, vous le cajolez bien, vous donnez son bain, et vous le remettez bien dans le lit à 37 au chaud, vous doublez la population d'acariens pour le lendemain. Donc ouvrez le lit, laissez le soleil de la journée bien frapper les draps et effectivement, vous en éliminez une bonne moitié. Nous sommes dedans jusqu'au cou. Donc quand j'entends des gens qui me disent « mais on n'en a rien à faire, c'est une histoire d'écolo farfelu », non. On ne mange que du biologique, on ne coopère qu'avec du biologique. Donc ça, si on admet ça, déjà, ça change notre regard sur le monde et sur le vivant. Alors la biodiversité, souvent, c'est ça. Quand j'étais avec ma ministre, voilà, madame, une plage de Guadeloupe, 25 chercheurs du muséum avec mon copain Philippe Boucher en 2012, et on investigue. On est 5 mètres dans la plage sous les fesses des touristes. Alors, ils viennent nous voir, vous faites quoi, un gros trou dans la plage comme ça ? Oui, on cherche des bébêtes dans le truc et on trouve des machins, nouveaux un petit peu partout comme ça, dans le sédiment de la plage. Mais c'est pas que ça la biodiversité. En fait, c'est beaucoup plus ceci. Ah, ça change tout. Oh, mais attends. Et là, je peux convaincre n'importe quel système politique, parce que mes crabes des Bermudes et mes crevettes des Galapagos, tout le monde s'en fout. Mais ça, oui, effectivement. Et c'est quoi un Français ou un Calédonien sans son pinard, son fromage et puis son pain n'existe pas, hein ? C'est ça, la relation de l'humain au vivant. Encore une fois, qu'est-ce qu'on consomme ? Si j'enlève le verre des bouteilles, là, et le nickel de chez vous, des couverts, là, c'est que du vivant. Et tout ça change en permanence. Gratter une croûte de Cantal, ça grouille d'acariens, comme votre lit. C'est tellement moche qu'on dit j'arrête d'en bouffer, et puis au bout d'une semaine, on rebouffe à nouveau du Cantal. C'est tellement bon. Tout est comme cela. On a vu le sol. Vous allez faire un tour dans votre jardin, vous revenez avec un marquage du chemin que vous avez fait dans le jardin. Vous récupérez tout le temps des traces de quelque chose. Alors bien sûr, on s'est mis à élever des bestioles il y a 12 000 ans. Le premier animal domestiqué, c'est les chiens, puis la vache. Alors la vache qui est une vraie catastrophe aujourd'hui. 1,3 milliard de vaches sur la Terre. Donc il y a plus de biomasse de vaches que de biomasse d'humains. Et ça, c'est un problème dramatique. Donc mon message est très clair. Hein. Je ne suis pas végane, hein, mais il faut qu'on mange beaucoup moins de viande que ce qu'on fait aujourd'hui. C'est absolument clair. La résolution du changement climatique passera par un effondrement de la consommation de viande. Donc c'est une question qui est posée. C'est absolument intéressant. Et on a 2 livres sortis récemment que j'ai beaucoup aimés. Celui-ci, Jamais seul, écrit par un copain du muséum qu'on aime beaucoup, avec Philippe, qui s'appelle Marc-André Sellos, qui a fait un travail merveilleux sur les associations entre les micro-organismes et les arbres. On aime tous les arbres. Quel humain n'aime pas les arbres ? Idéfix, il adore les arbres. C'est vrai que vous en rappelez un petit peu. Hein. Eh bien, un arbre, c'est beaucoup plus de biomasse de non-arbres que d'arbres aussi. Donc ce livre est très beau parce qu'il raconte l'histoire des micro-organismes du sol. Et le second qui est sorti un petit peu après, c'est l'an dernier, ça fait même pas 1 an, c'est celui-là. Tous entrelacés. Et là, ces livres nous démontrent... Alors, il tue le mythe de Luca. Luca, c'était le premier ancêtre de tout le vivant. Il dit, Luca, déjà, il était pluri quelque chose. Hein. Il n'était pas tout seul. Donc, tout ce qui est vivant est entrelacé avec ces micro-organismes en permanence, partout, dans toutes les conditions, dans toutes les situations. Donc là, on nous démontre par des travaux très récents, qui sont super intéressants, qui révolutionnent d'ailleurs l'image de l'évolution, d'ailleurs. Hein. Ils nous montrent que tout a toujours été entrelacé depuis l'histoire des origines de la vie.
Ce que je vous raconte pour un humain, c'est vrai aussi pour un poisson-chat, hein, ou pour un pétrel, ou ce que vous voulez. Vous prenez la tortue qu'on peut voir à l'îlot Amédée ici, c'est pareil. Hein. Et bien malgré ça, on continue à croire qu'on n'est pas dans le système. Et c'est là qu'on fait une très grave erreur d'appréciation. Alors en fait, les humains qui se rendent compte de la diversité biologique, ça c'est la première preuve très belle, très patente de l'image de la biodiversité faite par des sapiens il y a 37 000 ans. C'est 2 fois plus vieux que Lascaux. Lascaux, c'est 20 000. À Lascaux, il y a 7 espèces. Il y en a 14 à Chauvet. Il n'y a pas de rhinocéros. Il y a juste un pauvre petit rhinocéros à Lascaux. Ils sont déjà partis, en fait. Hein. Et il y avait en France, vous voyez, il y avait des rhinocéros, des panthères, des hyènes. Il y avait des lions. Qui dessinent comme ça? En plus, ils font ça dans un coin paumé. Hein. C'est le fond d'une grotte que personne ne va aller visiter. On dessine. En plus, on dessine par-dessus. C'était pas rare qu'on fasse un dessin, puis on repasse par-dessus pour en faire un deuxième. Jamais un gamin ne ferait un dessin sur un autre. Vous regarderez bien. Il appelle sa maman, regarde la belle page que j'ai dessinée. Et dernière question, à quoi ça sert ce truc? Pourquoi vous allez dessiner dans un fond de grotte un truc qui sert absolument à rien? C'est sûrement important pour eux. Hein. Et c'est là que je pose la question souvent aux gens quand on parle d'utilitarisme, le monde politique. On me dit, on sauve ce qui sert à quelque chose. D'abord, je ne sais pas ce qui sert à quelque chose. Et puis deuxièmement, qu'est-ce qu'on a fait depuis ce matin, tous ici ensemble, qui sert absolument à rien, venir m'écouter par exemple, hein, mais qui nous donne du plaisir, partager en l'occurrence. C'est là qu'est la vraie question en fait. Où sont les vraies valeurs d'estimation du bien-être et de la tranquillité? Et ça, on a laissé passer ça. Pour 3 grands défauts de l'humanité, l'imprévoyance. Quand le type a inventé sa machine à vapeur, qui s'est dit à l'époque, est-ce que c'est bien ce qu'on fait? Le premier qui s'est posé la question, c'est Arrhenius. Plus de 100 ans après, Arrhenius dit, je ne sais pas si c'est très bien, qui a eu un prix Nobel, je ne sais pas si c'est très bien, effectivement, de rebalancer dans le système des choses que le système Terre avait stockées. Le charbon du Carbonifère et le pétrole entre 25 et 250 millions d'années, qui est un plancton marin, en fait. On l'a remis. Et maintenant, l'imprévoyance nous amène, nous, on paye les conséquences avec ce fameux changement climatique. Accéléré. Que le climat change n'est pas du tout préoccupant. C'est bien. Il a toujours changé. Mais il change beaucoup trop vite en ce moment. Et ça, c'est une vraie question qui est très préoccupante. Comment on fait les gens, effectivement, à Chauvet? Donc, les grandes dates de la coévolution, c'est la domestication du feu. C'est extrêmement important, ceci. Ça s'est passé en Afrique vers 1,8 million d'années, chez des Homo erectus. Hein, il n'y avait pas encore de sapiens. Les premiers sapiens sont datés aujourd'hui à 300, 310, 320 sur des gisements marocains. L'homme domestique le feu. Et là, c'est vrai qu'on bascule de la situation uniquement animale de l'humain à une situation très différente. Avec le feu, je tiens à l'écart des prédateurs. Sans le feu, il ne serait jamais sorti d'Afrique. Il faisait moins 30 degrés durant les grandes vagues de glaciation en Europe. Et puis dans la zone du Moyen-Orient, qu'ils ont dû franchir pour venir ici, par exemple, ou pour aller vers l'Ouest européen. Et puis le feu permet de prolonger la longueur du jour. On se parle, ces gens-là parlaient beaucoup, on a des traces de la formation yoïde. Ils parlaient, ils avaient des langages, c'est absolument certain. Ils savaient faire des choses qu'on ne peut pas faire sans langage, que ne fait aucun autre animal. On va se socialiser. Et le cerveau humain va commencer à grandir considérablement vers 1,8 million. Et puis c'est vrai que l'humain devient ce qu'il est finalement. Plus tard, on découvrira que ça permet de durcir les épieux de chasse et de guerre, et aussi de faire cuire les aliments. Et ça va tout changer. Il y a tout un travail qui a été fait récemment par des collègues de Toulouse sur les enzymes qu'on a développées chez l'humain en relation avec la cuisson des aliments. Ça a tout changé. Quand vous mangez cru, vous consommez beaucoup plus de matières premières. Donc, dans les époques de disette, le fait de cuire l'aliment vous amenait à vous satisfaire avec beaucoup moins en fait, de matières premières que ce qu'on faisait avec un aliment cru. Et ça va tout changer. Et puis finalement, ce feu domestiqué va tout changer. On le gardait précieusement avec soi en permanence. Puis après, ça va être le néolithique. On est vers 12 14 000. Là, on va commencer à domestiquer. Le premier, c'est le chien. Probablement il y a 35 000 ans. Dans 2 zones qui ont été investiguées, une en Chine, une dans ce qu'est la Pologne aujourd'hui, on domestique des loups qui deviennent des chiens et qui ont vraiment marqué en fait, la coévolution avec une espèce vivante de l'époque, bien avant le cheval. Le cheval, on est vers 8000. Et c'est vrai que ce chien, par exemple, c'est une remarque qu'on avait faite, on ne trouve jamais de chien dans les gisements de néandertaliens. On ne les trouve que chez les sapiens. Est-ce que ce ne serait pas une idée qui ferait que les Néandertaliens n'auraient pas été capables d'entrer en compétition ouverte avec les sapiens? On n'y était pas, il faudra voir, mais c'est intéressant. Le chat, 15 000 ans, puis après la trilogie importante, le mouton, les caprins, la chèvre,
et puis la vache. Puis après, plus tard, ça va être d'autres espèces, le dernier étant le lapin. Et là, l'humain va s'arrêter. Et pourquoi il est domestique et pourquoi, effectivement, il commence à cultiver des plantes? Parce qu'il s'est arrêté. Les femmes ont commencé à faire beaucoup d'enfants, on s'arrête, et le nomadisme s'arrête. Et on discutait avec Philippe ce matin des grandes plaines d'Asie centrale, on y est allé, soit en Mongolie, soit au Kazakhstan, soit au Kyrgyzstan. Quand je parle avec ces gens-là, ils ont toujours été nomades. C'est pareil au Mali, on parlait du Mali aussi. Le drame du nomadisme, aujourd'hui, si vous voulez être nomade, des gens aimeraient continuer à l'être, ils ne peuvent plus. Dès que vous nomadez, vous arrivez chez quelqu'un qui vous jette en permanence. Il n'y a plus aucun territoire aujourd'hui où vous n'arrivez pas chez quelqu'un. On a eu un cas fantastique, nous, à Madagascar, avec les collègues du muséum, sur des îles avec des lémuriens. Un jour, on arrive sur l'île et puis il y a une famille dessus, il y a quelques femmes, quelques enfants, quelques hommes. Je dis, qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes dans une réserve naturelle de lémuriens. Et ils sont arrivés là, ils se sont fait jeter depuis Tuléar, ils ont fait 800 km à pied. Tous les matins, ils se sont fait jeter. Et là, les lémuriens n'ont rien dit, ils se sont installés. Et c'est terrible parce que vous imaginez la nuit que j'ai pu passer, parce que plus je parle avec cette femme qui parlait français en plus, plus je l'aime. Plus je l'aime, moins j'ai envie de la jeter. Je fais les prévenir de l'armée en disant ils ne peuvent pas rester là. En lâcheté totale. Hein. Je ne sais pas où ils sont partis. Si je les laissais là, une semaine après, j'avais 10 familles et mes lémuriens, ils les mangeaient tous en moins de 2 ans. Donc vous voyez, 109 espèces de lémuriens. Il faut revoir le chiffre de l'IRD. Il met 36 espèces, il y en a 109 en arrivant à Lansvata. 109 espèces de lémuriens. Et là, c'est vrai qu'il y a eu un énorme rôle des ONG en particulier aussi, puis des travaux scientifiques qui ont été faits par différentes institutions, dont effectivement notre institution, pour garder ces lémuriens. Ils ne vivent que à Madagascar. Il y en a un à Mayotte qui a été introduit. Comment on les sauve? C'est du patrimoine mondial, non pas de Madagascar, mais de l'humanité, les lémuriens. Ils vont partir dans l'indifférence générale parce qu'ils ne peuvent pas vivre sans forêt. C'est comme ma grenouille tout à l'heure de Darwin en Patagonie. S'ils n'ont pas mangé avant en plus. Hein. Troisième date, c'est la machine à vapeur. Donc là, c'est l'imprévoyance. On invente un truc dont on n'a pas du tout réfléchi aux conséquences de l'utilisation. Donc 3 gros défauts de l'humanité. L'imprévoyance. Développer une culture de l'impact. Si je fais ça, il va se passer quoi? Tous les jours, quand on fait quelque chose. Ce n'est pas qu'une histoire de grand groupe, hein, c'est le problème de chacun, ceci. Si je mange ça, il va se passer quoi? Vous mangez beaucoup trop de pommes en Nouvelle-Calédonie. Vous pouvez manger autre chose, vous avez des fruits merveilleux ici. C'est le fruit le plus mangé en Calédonie. Ça me rend fou, ça, en fait. En plus, les pommes qui ne sont pas bio, je vous assure qu'elles ont au moins 30 pesticides dessus. En plus, vous vous empoisonnez en rentrant ces pommes. Ensuite, vous avez donc, après cette imprévoyance, vous avez l'arrogance. Surtout les garçons. Hein. Chez l'humain, le mâle est beaucoup plus arrogant que la femelle. Et on est toujours les meilleurs du monde. Vous regardez ce qui se passe. Regardez, on roule des mécaniques et tout, là, alors que n'est pas grand-chose par rapport à beaucoup de choses. Hein. Et le troisième défaut, c'est la cupidité. Et là, malheureusement, les filles sont aussi cupides que les garçons. Ouais, c'est amoureuse de mecs cupides, donc ça ne rend pas beaucoup mieux le système en fait, fonctionnel. Quoi. Donc tout ça vous amène à voir que c'est vraiment des choses auxquelles il faut qu'on réfléchisse. Ma remarque après, donc, c'est bien sûr le premier événement que l'humain est capable de créer par sa technologie, sa science. Je me suis amusé à comparer d'un papier que j'ai fait il y a quelque temps, l'éruption du Vésuve, Pompéi Herculanum, et le bombardement Hiroshima. Le résultat est le même. Tu as tué 60 000 personnes en très peu de temps. L'humain est pour rien, bien sûr, dans l'histoire du Vésuve. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Donc, on est capable de faire ça? Bon, on peut comprendre des raisons, on peut en discuter pendant des heures, on en a parlé beaucoup. Une éruption, une explosion atomique, puis une seconde, une semaine après. On est capable de mimer ça, et ça va rendre l'humain encore plus arrogant en disant « Regardez, je peux copier ce que fait un volcan, finalement. » Et je reviens à Edgar Morin qui disait, bah oui, usage de la technologie et de la science avec un système encore barbare de notre mentalité quant à l'utilisation de ces technologies et puis de ces découvertes, bien sûr. Hein. Et puis surtout, la deuxième chose importante de 1945, c'est l'explosion de la démographie. On a quadruplé la population humaine depuis 1945. Ça aussi, c'est une question qui est absolument essentielle. Les fameux 30 glorieuses n'ont pas eu tout été glorieuses pour l'environnement et pour la biodiversité. Et ceci a emmené Crutzen, un prix Nobel de chimie, à proposer en 2000 ce terme d'anthropocène, hein, anthropo-humain, scène, l'époque, durant laquelle le plus puissant moteur du changement et de l'évolution, c'est bien sûr l'humain. Et n'oublie jamais que l'humain n'est jamais seul, il y a ces bactéries, on a vu, mais aussi ces animaux domestiques. L'humain, il est toujours... Ils sont arrivés ici chez vous, quand les Lapita débarquent, ils ont leurs chiens, ils ont leurs chats, ils ont leurs moutons, ils n'ont pas de lapin encore à l'époque.
Les cochons sont débarqués. On a des travaux au muséum sur l'île de Chypre. 11 400 années. Les premiers cochons arrivent à l'île de Chypre. Ils ne sont pas venus à la nage. Hein. C'est des humains qui les amènent. C'est la même date, étrangement, pour les îles de la Sonde. Hein. De l'Inde aux îles de Java, par exemple, à peu près la même époque. L'humain amène ses cochons avec lui sur ces îles. Donc on débarque avec ses fruits, avec ses légumes et avec ses animaux. Et d'ailleurs, quand on fait des grandes expéditions, nous, on s'intéresse beaucoup à la nature sauvage, hein, l'océan et puis la forêt primaire, mais aussi les jardins. C'est super intéressant. Comment les animaux amenés ou les plantes amenées par les humains qui naissent d'ailleurs sont entrés en compétition avec ce qu'il y avait antérieurement ici. On débarque en Corse il y a 8000 ans, il y avait 6 espèces de mammifères. Toutes ont été mangées. Elles ne sont plus là. Il y avait un lapin rat incroyable, un gros truc, hein, il est parti. Je ne parle pas des chauves-souris, les chauves-souris sont un peu à part. Donc, ça veut dire que l'humain arrive, il bouffe tout. Vous vous rappelez l'histoire de Polyphème, vous avez appris ça? L'histoire du cyclope. On découvre la Sicile. Et en Sicile, ils avaient trouvé, en fait, alors ils ont tout bouffé aussi en arrivant en Sicile, on avait trouvé des gros crânes d'éléphants qui, adultes, étaient grands comme ça à peu près, là. C'est Jean-Denis Vincenouille. Donc vous imaginez que mon éléphant, ici en laisse, là, j'aurais un succès fabuleux. Hein. Il y avait des éléphants et des hippopotames dans les îles de Méditerranée. Et puis... le cyclope, c'était quoi? C'était un crâne d'éléphant nain, un assez gros crâne, un gros trou au milieu, les fosses nasales et la trompe. Voilà la légende de l'œil unique sur le fond d'un géant. Eh bien, on a mangé le cyclope, en fait. Hein. Donc, tout s'est passé comme ça. Alors, le mythe du bon sauvage, on peut en discuter. On arrive, on bouffe tout. Après, on discute. Et quand on voit effectivement l'arrivée des humains en Australie, pas très loin d'ici, il y a 60 millions d'années... 60 000 ans, pardon, il manque déjà effectivement tous les grands 5 à 10 000 ans après, idem pour l'Amérique du Nord. Hein. Il y a 18 000 ans, quand la glace nous permet de passer de l'Asie à l'Amérique, il y avait des éléphants, il y avait un tas de choses, hein, ils disparaissent. Et puis ici, ça a été tous les grands marsupiaux géants, les oiseaux géants, par exemple, de Nouvelle-Zélande aussi, qui sont partis aussi. Alors, ça, c'est une courbe que j'aime beaucoup, un travail dans Tri. Comment s'est fait cette évolution-là? Et c'est là que l'humain, la coévolution va commencer à changer. Tant que l'humain n'avait que ça, là, ça s'appelle un biface. C'est un morceau de pierre taillé, plus ou moins bien. Ça a été inventé par les humains. On les trouve à Olduvai, au Kenya, on les trouve dans différents gisements à 3 millions d'années. Le premier outil, la première arme de l'humanité, pendant 3 millions d'années, c'est ça, un caillou taillé. On l'appelle un biface parce qu'il y a 2 côtés. Et avec ça, on ne fait pas trop de dégâts. Quand les chasseurs actuels m'énervent trop, je dis voilà, je te file un biface, tu vas me tuer un sanglier. Croyez-moi, le sanglier laisse ses chances. Hein. Et tout va changer quand les polytechniciens de l'époque inventent l'arme de jet. Et ça va tout changer au niveau de l'humanité. L'arme de jet, c'est l'arc et la flèche. Avant, c'était le propulseur, le boomerang ici, hein, qui est assez ancien. Boomerang, propulseur, la lance et l'arc et la flèche. C'est 8000 ans, l'arc et la flèche. Vous tuez à distance. Et ça change tout. Il n'y a plus de corps à corps. Et c'est quoi aujourd'hui? C'est la poudre noire. Et ça, on parlait de l'Afrique. Quand je vois des gamins de 14 ans à la frontière entre le Congo et le Soudan, qui ont tous des kalachnikovs chinoises. La Chine inonde l'Afrique de kalachnikovs, avec les munitions qui vont avec. Et là, ils nous tuent tous nos éléphants, toutes nos girafes, tous nos crocodiles, toutes nos gazelles. Ils ont violé toutes les filles du village d'à côté avant, d'ailleurs. Hein, ça, c'est le sport national. Donc, on est sur un système de pseudo-idée de domination. Et ça, l'arme de jet va vraiment changer beaucoup de choses. Puis, vous voyez, la roue, il y a 7000 ans. Donc en fait, on a une courbe de la démographie humaine et c'est là que ça va tout changer. On a environ 5 millions il y a 12 000 ans. 5 millions d'humains. Bon, c'est un grand coup de serpe, hein, on peut discuter à 1 million près. C'est ce qu'ont calculé les collègues paléoanthropologues et les préhistoriens. Et puis on va inventer l'arc et la flèche, la roue, les cités, les âges de métaux, la poudre noire, le moulin à vent, à eau, les vaccins, les avions. Les avions volent depuis 150 ans. Les oiseaux volent depuis 150 millions d'années. Et sans les oiseaux, nous n'aurions pas inventé les avions. Donc vous voyez que toutes ces questions de s'inspirer du vivant, on en parlera un petit peu à la fin de l'exposé tout à l'heure. Puis après, ça va être les matières plastiques qui nous empoisonnent l'existence aujourd'hui. Et puis ça va être les antibiotiques. Voilà un truc très trouble. C'est excellent quand vous faites une méningite foudroyante ou quand vous faites effectivement une pneumonie. Heureusement qu'il y a les antibiotiques. Mais l'excès d'usage est une véritable catastrophe. Il y a un papier terrible qui est sorti il y a 2 mois sur simplement le séquençage d'un morceau de terre sous une porcherie industrielle en Allemagne. C'est effroyable. C'est bourré de gènes d'antibiorésistance. Je prends cette terre, je la ramène en ville, je tue tout le monde. On va mourir demain de maladies qu'on savait très bien traiter il y a 10 ans. Et personne ne sait. Quel homme politique, au moins en France,
J'en ai entendu aucun nous parler de ces problèmes d'antibiorésistance. C'est une vraie question essentielle. Donc on est parti sur un système effectivement qui va s'accélérer et qui va permettre l'explosion de l'humanité. Et on passe, on disait, de 5 millions d'humains à 8 milliards aujourd'hui. Alors, c'est pas sans impact sur les vivants. Et cette courbe, c'est la plus terrible que j'ai à vous montrer, celle qui me fait le plus mal. Ça a été calculé récemment, on en parlait avec Jean-François cet après-midi. En vert, c'est le vivant. Le vivant s'est effondré. En rouge, ce sont les humains et en bleu, les animaux domestiques. J'ai fait chez les vertébrés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on assiste à un effondrement du vivant sauvage et à une explosion du vivant domestique. Et on a un très bon collègue écologue qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Franck Courchamp, qui disait, si on prolonge ces courbes-là, en 2050, le seul gros animal qui restera sur la Terre, ce sera la vache. Donc vous voyez que la question est vraiment très intéressante et très préoccupante. Et ça galope en permanence. Donc, we have to change. On a à changer ça. Quel respect pour le non-humain, quel respect pour le sauvage. Moi, j'ai beaucoup milité à une époque pour les mouvements animaux, pour donner une identité juridique aux animaux. Moi, je me suis rendu compte que j'étais échoué partout. Hein. Ils refusent tout. Il n'y a pas de dignité chez les animaux. Dans ce cas-là, je crois toujours qu'il y en a une, mais ça, c'est ma question à moi. Hein. Mais s'il n'y en a pas, au moins que nous, la nôtre dignité, nous fasse les reconnaître comme dignes d'exister. Or ça, on s'en fout complètement. Vous avez des codes ruraux, parce que même dans la loi française, hein, l'animal est un meuble. Il a été déclaré sensible. Alors il y a des dates comme ça. Hein. Les poissons, je me rappelle, moi, en 88, le poisson est déclaré sensible. Le vertébré, et sont déclarés sensibles tous les vertébrés et les céphalopodes, hein, les pieuvres, les calmars, les sèches, qui ont une grande sensibilité aussi neuronale et qui ont le droit d'être reconnus comme animaux qui peuvent souffrir. Comment on peut inventer un truc comme ça? C'est vrai que si on mangeait une huître et qu'elle hurle dans le fond du gosier, à mon avis, on en mangerait beaucoup moins. Hein. Et ça relance le débat sur ces questions-là. Quelle émanation a-t-on de l'animal qui montre une souffrance? Et ça, là-dessus, on est complètement arrogant et irresponsable. Alors, quelles sont les crises, les plaies de l'écologie d'aujourd'hui? Le productivisme agricole. On peut changer. On a les moyens intellectuels, techniques, scientifiques pour résoudre cette question-là. Deuxièmement, l'eau. On a vu qu'on était fait d'eau, c'est pas fait pour laver sa bagnole. Drame de Cape Town, aujourd'hui, il n'y a plus d'eau. Comment on en est venu là? Et ce n'est pas le changement climatique. Ils reconnaissent qu'en fait, ça faisait 30 ans qu'on leur avait dit, vous savez, vous allez au désastre. Hein. Imaginez 50 litres par humain et par jour, et puis ça va durer combien de temps? C'est résolvable. La pêche, on a parlé ça. Demain, vous aurez une conférence sur la pêche, je ne vais pas en parler ce soir. Pêcher, c'est très bien. Surpêcher, c'est stupide, totalement stupide. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc on peut résoudre ça. La forêt s'en va. La forêt tropicale humide au rythme de la surface de la Grande-Bretagne chaque année. À ce rythme-là, on n'en aura plus à la fin du siècle. Vous en avez ici de la belle forêt tropicale humide. Je suis monté l'autre jour de la Foix, là, vers Kouawa, et puis ensuite, je suis remonté sur le nord. Vous avez des fougères arborescentes qui vous font pleurer tellement elles sont belles. Vous avez votre houppe, là, je l'ai vu récemment au parc de la Rivière Bleue. Vous avez de pure merveille ici. Votre forêt sèche, vous l'avez massacrée. Hein. Qu'est-ce qui reste comme forêt sèche ici en Calédonie? Donc vous voyez que tout ça, c'est à prendre en permanence en considération. Mais on peut changer ça, bien sûr. Le vivant s'en va, on ne parle que de ça, et puis on pollue tout. On est vraiment sur une époque de l'humanité dramatique, et je pense que c'est le marquage actuel du mode de vie que l'on a. On contamine, on détruit, on pollue. Quand mes collègues glaciologues font leur carotte de glace en Antarctique, ils me disent au moment précis où ils lisent dans la glace les premières mines de plomb des Romains, plusieurs siècles avant Jésus-Christ. On le voit très très bien. Hein. Vous savez qu'une des théories actuelles assez solides, c'est que Rome se serait effondrée parce que l'élite romaine était en fait atteinte de saturnisme. Hein. Ils se seraient empoisonnés par le plomb de leurs tuyaux de canalisation d'eau. Ils mangeaient plein de trucs qui étaient contaminés par le plomb. Et le saturnisme, on sait que c'est quand même très 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 dangereux. Vous voyez comment une civilisation va s'effondrer pour des choses qui paraissent un peu triviales, hein, sur lesquelles on n'a pas vraiment réfléchi. À nouveau, imprévoyance. Et puis là, aujourd'hui, le dernier système, la dernière plaie, c'est le climat. Et là, écoutez, c'est trop tard. On ne peut plus l'empêcher. Tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, il fallait s'en occuper avant. On ne s'en est pas occupé, donc on paye les conséquences de tout ce qu'on a fait depuis... Watt, c'est donc fin 18e. Pensez à une chose en ce moment, tous ici dans la salle. Là. On respire de l'air. Là-dedans, il y a du CO2. La moitié de ce CO2 a plus de 100 ans. Dans la salle, ce soir, là, avec vous. Donc chaque fois que j'en posais un petit peu plus,
Ça va se sommer à ce CO2 qui va mettre pas mal de temps à s'en aller. Vous imaginez qu'on ne va pas régler le problème en 3 jours. Même si on arrêtait les émissions aujourd'hui, le climat il change encore pour 2 siècles. Donc la question c'est quoi? C'est bien sûr limiter, arrêter nos émissions. Et puis, alors, est-ce qu'une technologie nous permettra demain d'aller retirer ce qu'on a mis dans le système? C'est une vraie question. Sans charbon et sans pétrole, sinon ça n'a pas de sens, bien évidemment. Hein. Et puis de réfléchir un petit peu à tout ça. Là, aujourd'hui, il fait 42 degrés à Paris. Hein, je voyais ça dans le journal tout à l'heure. Et les collègues climatologues me disent on aura au moins 3 semaines au mois d'août 2050 au-delà de 50 degrés à Paris. Comment on gère ça? Une petite vague de chaleur à Paris en juin 2018, l'an dernier, 1000 morts. Là, on va les avoir aussi sur Paris. Hein. 2003, 15 000 morts. Vague de chaleur en Russie en 2010, 100 000 morts. Personne n'en a parlé, c'était des Russes, tout le monde s'en foutait. Il y a eu 100 000 morts en Russie en 2010 parce qu'il y avait quelques degrés en plus. Donc, qu'on arrête de nous dire effectivement. Alors, je ne suis pas là pour vous inquiéter, ce n'est pas du tout mon message de ce soir. Je suis là pour vous faire réagir, hein, c'est très différent. Hein. Je ne suis pas un catastrophiste, encore moins un collapsologue. On va voir les papiers qui ont fait partir Nicolas Hulot. Nous sommes le 20 mai 2018. Il reçoit ces papiers, on en a parlé cet après-midi, hein, le papier allemand sur l'effondrement des insectes, un papier australien sorti récemment, c'était cette année, le papier sur les oiseaux par les collègues du Muséum et du CNRS de Chizé, le papier par les Allemands sur l'effondrement des oiseaux. Et on dit en fait, tout fout le camp, hein, le vivant s'en va, à une vitesse effroyable. On a tué en 40 ans entre 52 et 97% des girafes. Ça ne se prouve pas. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? On revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait. Il nous manque la moitié des éléphants. J'étais avec le président de Zambie il y a quelques années, il y a 3 ans. Il me disait, on avait 2000 rhinocéros en Zambie il y a 20 ans. Zéro, plus un seul aujourd'hui. 2 qu'on a récupérés en Afrique du Sud, qui sont à Livingstone avec un garde armé à côté. Bon, est-ce que c'est des animaux sauvages, ça, hein? Mais il y a 2 rhinocéros aujourd'hui, effectivement, en Zambie. Ils sont aussi partis. Pourquoi? C'est ça cette question qu'il faut qu'on résolve aujourd'hui. Et le travail des collègues d'Orsay, que j'ai beaucoup aimé, de Franck Courchamp, ils se sont amusés en fait, un gros travail, hein, 20 000 références de publicité qui portent un nom d'animal. Le chocolat, le lion, le thé, l'éléphant, la voiture Jaguar, ils ont tout classé ça et ils ont fait une classification. Ils ont pris les 10 premiers. On peut se dire, ben, ceux-là on les aime, hein, on va les sauver. Ben non. Il doit rester 8% des tigres, 7% des guépards. Et tout est à l'avenant. On n'est même pas fichu de sauver ce qu'on aime. Alors ma crevette des Galapagos et mon moustique des Bermudes, il peut toujours se représenter et s'aligner. Donc c'est là qu'on a une vraie réflexion à avoir, éthique, sur la façon dont on traite le non-humain. Voilà, donc il fait un blanc biodiversité, Nicolas Hulot, et c'est là qu'il va se passer un événement terrible. Donc c'était le 4 juillet l'an dernier. Nous sommes le 8 juillet et on lance une action qui s'appelle Act for Nature, où 100 grandes entreprises s'engagent pour sauver la biodiversité, comme il avait fait pour le climat un petit peu auparavant. Et là, il y a un lapsus du Premier ministre catastrophique. Il présente Nicolas Hulot, monsieur le ministre d'État Nicolas Hulot, de la transition écologique et solitaire. Alors, il y a des lapsus, des fois on se demande d'où ça peut venir. Hein. On me dit qu'il est spécialiste en lapsus, mais bon. Alors j'ai vu mon Nicolas s'affaisser, et un mois après, le 28 août 2018, il annonçait son départ au direct sur France Inter. Alors c'est là qu'on va amener ce que Jean-François a superbement organisé à Paris il y a maintenant 2 mois. C'était l'IPBES, qui est un peu l'équivalent, on le dit rapidement, du GIEC Climat, mais pour la biodiversité. On réunit là 400 scientifiques, 3 années de travail, 15 000 papiers analysés, et on sort des conclusions sur l'état de la biodiversité qui s'effondre, qui part partout. Alors moi, je ne suis pas trop fanat d'avoir énoncé des chiffres en disant entre 1,5 million et 1 million d'espèces. En tout cas, ça va mal pour le vivant, comme ça va mal pour les nouvelles du climat. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et ça va faire réagir les systèmes. Vous allez voir, ce n'est pas inintéressant. La presse. Ça, c'est le papier qui avait basculé ma vie. À l'époque, j'étais au laboratoire Arago. Moi, j'étais endocrinologue, c'est mon métier de base. Je faisais de la belle endocrinologie fondamentale. Je faisais des beaux papiers. Hein. À 30 ans, j'étais le meilleur spécialiste au monde du récepteur à l'hormone de croissance dans le cerveau des poissons. Hein. À 30 ans, on adore ce genre de trucs-là. Hein. Puis après, on prend un peu d'âge avec le temps, on passe à autre chose. Je m'intéresse au vivant et à l'humanité en même temps. Et ce papier me fait réfléchir. Et là, je vais commencer à basculer à autre chose. C'est le moment où, justement, le mot anthropocène sort. Et je vais tout changer. Je vais beaucoup écrire, beaucoup faire de conférences, et ça a appelé le Collège de France en 2006 à faire la première conférence sur la biodiversité, et le Muséum en 2007 à venir me chercher, et je vais y passer 10 ans.
La presse, il y a un peu moins de 2 ans, 15 000 scientifiques du monde crient au monde et aux chefs d'État, demain il sera trop tard. Le président Macron réagit, on était en décembre 2017, et il dit, au moment du Earth Planet Summit, nous ne prenons pas le chemin financier de réussir l'accord de Paris. Et regardez maintenant le même journal, après l'IPBES de Jean-François, là, il y a donc 1 mois. Pas inintéressant, hein. Même journal, même caractère, même lettre, à 1 an et demi d'écart. Alors on avait dit demain il sera trop tard, là qu'est-ce qu'on dit? Il n'est pas trop tard pour agir. Et je le crois, sinon je ne serais pas là, je ne perdrais pas mon temps. Comment ceci est perçu? Combien de temps ça va faire du buzz? Alors c'est un peu mieux qu'il y a 2 ans et demi, mais je ne sais pas combien de temps ça va en faire. Quand est-ce que chacun prendra ça dans ses tripes? Cette histoire de biodiversité et de changement climatique, ce n'est pas uniquement des pensées intellectuelles d'extrémistes divers et variés. C'est quelque chose de vital pour notre avenir à tous, et surtout à nos gamins, bien évidemment. Quand on entend les gamins nous dire, bah, écoutez, quel monde vous nous préparez? Ça, c'est ici la semaine dernière, une belle conférence de la CPS, et j'ai eu la chance, en tant que scientifique, d'être invité pour parler justement de biodiversité, d'océan, à des gens qui se préoccupent de l'avenir du Pacifique. Il y avait 26 pays qui étaient là, réunis. Donc on peut discuter des questions qu'on se pose en ce moment. Et ça a été un grand moment où ce mot biodiversité a été prononcé 20 fois pendant une conférence politique. On passe à quelque chose qui a commencé effectivement à changer. Là, vous avez l'ancien président, le nouveau président, et le président aussi du gouvernement calédonien. Et il y a quelques jours, c'était sa situation. On attend de voir comment ça va se passer d'ici quelques jours. Et puis ça, c'est votre biodiversité à vous. J'ai fait quelques photos depuis que je suis arrivé ici, là. Voilà, bah ça, c'est à vous, ça. Hein, je vous ai mis les superbes kaoris de montagne que Hervé m'a permis de découvrir, là, au mont Tsumak. Et je vous ai mis aussi un petit gecko de la région, puis des oiseaux calédoniens avec votre fameux oiseau fétiche, et puis un superbe bénitier à l'île des Pins. Donc ça, c'est vrai que il faut vraiment que vous vous en parliez de ces symboles pour les garder avec nous. C'est absolument essentiel. Alors voilà, la domestication animale qui a tout changé. Ça s'est passé en Asie, en Europe, étrangement pas en Afrique. Il n'y a pas d'animaux domestiqués en Afrique. Le zébu africain est venu d'Asie. Et en Amérique, ça a été les camélidés américains comme le guanaco, le llama, l'alpaca, le dindon aussi qui vient de là-bas. Donc tout ceci, entre 35 000 ans et puis beaucoup plus récemment, a complètement changé les systèmes parce que l'humain bougeait avec ses animaux domestiqués et avec ses plantes domestiques. Alors ça, c'est une question, je passe rapidement là-dessus, c'est la consommation de viande. Un beau travail qui a été fait sur comment on relie la production de viande à la façon de la produire et à la façon de la consommer. Ça peut être très différemment impactant sur l'environnement. Ce qui est clair, c'est que si vous voyez qu'en Europe, la consommation de viande a baissé, elle a été multipliée par 17 en Chine. Donc c'est vrai que là, on est sur un système qui s'est emballé au niveau de la consommation de viande. Manger moins de viande. Avec Thierry Marx, qui est un grand copain, on a lancé une maxime au niveau des grands chefs cuisiniers. Jamais dépasser dans un repas 20% de protéines animales. Si on y parvient, on va résoudre en grande partie les problèmes de changement climatique. Mais quand vous dites ça en Kazakhstan ou au Kyrgyzstan, où ils n'ont que de la viande, ben évidemment, on a quelques sourires polis dans l'Assemblée qui nous disent comment on va faire nous. Ils n'ont pas de légumes, ils n'ont pas de fruits. Alors l'avenir agricole, c'est ça, nourrir 9 milliards d'humains, produire sans augmenter les surfaces, produire sans gaspiller l'eau, produire sans pesticides et insecticides, diminuer les engrais, ne pas empoisonner les gens, ne pas détruire le vivant, en tirer parti, faire de la polyculture, c'est la seule clé, il n'y en a pas d'autre, créer de l'emploi. Pour ça, c'est la vraie recherche fondamentale qu'il faut que l'on ait pour qu'on puisse avancer. Mais je crois sincèrement que tout ceci, c'est résolvable. Quelques mots sur l'océan. Voilà, on ne peut pas détruire l'océan. Ce qu'on détruit, c'est le littoral. Alors évidemment, quand vous voyez ça, vous vous dites que oui, l'impact de l'humain sur le littoral, allez voir aujourd'hui ce qu'on fait de la Croatie, par exemple, ou de la Slovénie. Bon, imaginez ces territoires il y a 150 ans, quoi. C'était d'une beauté absolument fantastique. C'est parti. Des écosystèmes uniques, hein, les herbiers, les coraux, vous connaissez si bien les mangroves ici chez vous, la deep sea aussi. Puis aujourd'hui, ce monde qui est agressé, contaminé, détruit en permanence. Ce climat qui change, qui fait que les espèces marines migrent. C'est tellement plus facile de migrer dans l'eau que sur Terre. En gros, sur Terre, les espèces font 6 km par an. Ils s'en vont pour suivre le changement climatique. En mer, c'est 27 km par an pour les poissons, 47 km par an pour le plancton.
47 km par an. On pêche maintenant chez moi à Banyuls des dorades coryphènes qui viennent du golfe de Guinée. On pêche des barracudas depuis une trentaine d'années, ça change, ça change. Ce qui veut dire qu'on a parlé beaucoup de réserves aujourd'hui, c'est bien une réserve évidemment qu'il faut qu'on en fasse. Mais on peut très bien demain avoir fait une réserve pour une espèce précise qui dans 20 ans ne sera plus là, elle sera partie. Bon, elle sera remplacée par une autre qui sera venue d'ailleurs, mais c'est une vraie question qu'il faut qu'on se pose en permanence. Ça va très très vite dans l'eau de mer. On a fait une COP climat avec Nicolas Hulot il y a juste maintenant 2 mois, c'est au début du mois d'avril, avec 200 gamins des lycées français à l'étranger du pourtour de la Méditerranée. On a repris tout ça. Et une gamine qui dit à Nicolas, « Monsieur le ministre, quand est-ce que vous arrêterez de nous refiler la patate chaude ?» Intéressant, hein, elle avait 15 ans ou 16 ans. La question, elle est là. Comment est-ce qu'on prend ceci en vraie considération, que ça passe, je le disais, dans les tripes tout à l'heure. Le climat, regardez, un travail ici en Amérique. Le même jour, en janvier 2019, il faisait moins 45 à Chicago, plus 45 à Buenos Aires. 90 degrés sur le même continent. C'est quand même assez préoccupant. Et puis ces glaciers qui fondent, bien sûr, évidemment. Le climat, c'est la température de l'eau et de l'air, c'est la fonte des glaciers, ce sont les cyclones tropicaux, les fortes pluies, inondations, la sécheresse, le manque d'eau, la chute de l'oxygène dans l'eau et la remontée du niveau de la mer. Sur le climat, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous faut absolument des moyens satellitaires. Les 3/4 des données sur le climat sont obtenues par les satellites. Il faut du terrain pour 25%. Et ça, qu'est-ce qu'a coupé M. Trump quand il a accédé au pouvoir? Il a coupé les moyens de la NASA en observation satellitaire de la Terre. D'autres États s'y sont mis, mais ça c'est fondamental. Hein. Tout vient de là, que ce soit l'acidification de l'océan, en mesure, j'entends bien sûr, en mesure très précise de la montée du niveau de la mer, et puis en discussion sur le climat qui change. Regardez la remontée du niveau de la mer. Il y a 19 000 ans, ici, à Nouméa, il n'y avait pas grand-chose à l'époque. Il y a 19 000 ans, la température était 4 degrés plus basse et l'océan 125 mètres plus bas. Imaginez les configurations du système, c'était entièrement différent finalement. Et puis ça remonte très vite aujourd'hui. Voilà, un des drames du climat qui change. On a calculé durant la COP 21 les milliards d'heures de travail des femmes africaines qui vont chercher de l'eau. Elles ont entre 12 et 18 ans. Elles font 15 kilomètres. 20 fois, je me suis arrêté en Afrique à prendre un bidon de plastique jaune, comme elles ont là. C'est 17 litres. Des bidons chinois, hein, c'est comme les Kalachnikov. Le plastique est chinois. Eh bien, elles reviennent avec 17 kilos sur la tête, sur un vélo, entre les bras. Quand vous faites ça, vous n'allez pas à l'école. Drame de la démographie. Là, remettons les petites filles à l'école et on résoudra les questions démographiques. Deuxième problème, bien sûr, elles n'ont pas de salaire pour faire ça, jamais. Les femmes africaines ne sont jamais propriétaires des terrains sur lesquels elles travaillent. Et pour finir, comme il y a des mâles qui passent par là, elles font des mauvaises rencontres en route. Ça commence à faire beaucoup. Et ça, c'est une vraie question d'écologie aussi, bien sûr. On oublie souvent aussi que ce climat qui change, cette diversité qui s'en va, a des impacts très forts sur la santé publique, sachant que la première maladie, c'est la pauvreté. C'est la première ODD, éradiquer la pauvreté. Donc c'est vrai qu'on a des risques immunitaires qu'on n'avait pas en maladie auto-immune, des risques métaboliques en permanence. Je vous ai mis une carte du ciel de Paris ici, là, en août 2003, lors de la canicule, en rouge, les zones de Paris que en béton, en bleu avec des arbres. Entre le jardin des plantes et la rue d'Ulm, je vais l'embêter mes copains de l'ENS, où il n'y a pas d'arbres là, 6 à 7 degrés d'écart. Ça passe ou ça casse. Les îlots de chaleur en ville deviennent un énorme problème aujourd'hui. Alors voilà, pour terminer, en fait, on parle sans arrêt de résilience. On dit, ben regarde, c'est bien, le vivant peut résilier, la mer résilie, c'est vrai, tout ça est vrai, mais n'oubliez jamais une chose, ce qui est fondamental. Vous ne pouvez pas résilier si vous êtes mort. On l'a complètement oublié, ça, en fait. Hein. Tout va résilier. Si vous détruisez, il n'y aura pas de résilience. Ici, on a un bel amphithéâtre, là. Ça ne va jamais résilier, ce qui est dessous, là. Attendez, ça a été détruit, c'est terminé. Ça va résilier si vous avez des fragments desquels peuvent repartir des systèmes. Donc, dans tout ce que vous faites tous les jours, jamais, jamais ne détruisez. Vous avez d'abord la capacité à réagir face à l'agression, la résistance, et après, si c'est possible, il y aura une résilience, et ça on le voit très bien sur les abeilles au niveau continental, et sur ce qu'on appelle la jellification, les méduses au niveau de l'écosystème marin. Ça, c'est une modélisation d'une dépression nerveuse chez l'humain. On a fait ça avec Boris Cyrulnik, hein, au colloque mondial sur la résilience l'an dernier. Ben, il y a des analogies fantastiques. Le trauma est-il trop profond? Et comment, après un trauma reçu, je vais être capable de revenir à quelque chose?
On l'a comparé par exemple au massacre du Rwanda il y a 12 ans. On l'a comparé à l'attentat du Bataclan. 20% des gens ne supportent pas leur trauma. Et étrangement, ce n'est pas les gens qui étaient dans la salle où a eu lieu l'agression, c'est les gens qui étaient aux terrasses de café autour. Donc vous voyez que le vivant, c'est pareil en fait. Comment est-ce qu'il va faire? Il ne pourra résilier que s'il n'est pas détruit. C'est extrêmement important à prendre en considération. Voilà, alors pour terminer, on me dit, oui, mais tu sais bien, Gilles, regarde, tout va bien. On vit de plus en plus longtemps. Faux. Ça, c'est un travail qui est sorti ici, qui nous montre qu'on a de plus en plus de centenaires. Ça, c'est vrai, je suis entièrement d'accord. Mais on n'augmente pas les durées de vie absolues. 101, 102, 103, 104, c'est dur, hein? 110, 113. La doyenne actuelle, c'est Tane Tanaka, elle a 116. Et Jeanne Calment, la française, qui malgré ce qu'avaient dit les Russes, a bien eu 122 ans, 4 mois et 17 jours, bah, c'est le record de l'humanité. Alors j'ai fait un truc qui est très, quand même, qu'on pourrait critiquer beaucoup. J'ai calculé le coût énergétique de Jeanne Calment. En kilowattheure. Et on l'a publié. Ben, ça veut dire que je n'ai pas l'énergie sur la Terre pour amener 8 milliards d'humains à 122 ans, 4 mois et 17 jours. Donc tous ces transhumanistes qui vous disent « Demain, nous vivrons 1000 ans !» qui va faire qu'augmenter la différence entre les ultra-riches et puis les ultra-pauvres, ils ne vont jamais vivre 1000 ans. Qu'est-ce qu'ils vont bouffer entre 387 ans et 388 ans? Là, nous qui sommes écologues et biologistes cellulaires, on voit que c'est absolument utopique et impossible. Il faut vivre vieux, en très bonne santé. La question est là. Et je vous ai mis en bas justement la courbe qui est suivante, regardez. On a fait ce travail qu'on a publié aux États-Unis l'an dernier. Eh bien, on a pris 3 critères. La durée de vie. On voit très bien Jeanne Calment ici, là, vous voyez, qui est vraiment exceptionnelle ici, là. On a pris la hauteur des humains. On a grandi sans arrêt depuis 1860. Sans arrêt. Eh bien, en 2008, on arrête de durer plus longtemps en durée de vie et on arrête de grandir. Vous savez quels sont les humains les plus grands en moyenne sur la Terre aujourd'hui? Ce sont les Hollandais. On a mesuré tous les Hollandais. Et là, c'est terminé. Depuis 2008, ils ne grandissent plus, les Hollandais non plus. Donc c'est intéressant. On arrête de grandir, on ne vit pas plus longtemps. Et on a arrêté les performances sportives. J'aime beaucoup faire ça. Alors, j'ai pris une course 800 mètres plat. J'ai pris le saut en hauteur et le lancement du poids. Ben, on est au taquet partout, en fait. Alors, chez les filles, ici, il y a beaucoup de filles dans la salle. Qu'est-ce que vous faites, les filles? Regardez la courbe des filles. Aucune femme au monde ne lance le poids aussi loin que les Allemandes de l'Est en 1986. Au milieu, là. Vous êtes 1,50 m derrière. C'est ça l'humain augmenté qu'on nous vante en permanence? C'est ça les changements auxquels on va prétendre? C'est d'une stupidité telle que c'est d'une bêtise incroyable, en fait. Hein. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'on n'avait aucune mesure, aucun mec ou aucune femme n'avait mesuré des temps ou des sauts chez des femmes en 1920. Elles n'avaient le droit ni de sauter, ni de courir, ni de danser du poids. C'est comme ça. Hein. Donc vous voyez quand même qu'il faut revenir à beaucoup plus d'harmonie, ça va être ma conclusion avec le système. Science participative, ça c'est un super moyen. Ça veut dire utiliser le public dans le bon sens du terme. Hein. Travailler avec eux pour produire de la donnée. 10 000 personnes, 1,5 million d'heures d'observation. Et on démontre que nos oiseaux ont fait 33 km vers le nord et nos papillons 114 sur 18 ans. Autre aspect, c'est la bioinspiration qui m'intéresse beaucoup. Je travaille beaucoup là-dessus en ce moment. C'est aller chercher dans le vivant des solutions à nos problèmes. Alors, vous avez les trains japonais qui vont vite et qui ne font pas de bruit. Cette petite éponge de Méditerranée, elle fait du béton armé, beaucoup plus léger que le nôtre. Plastique, sur un séisme, il se déforme. Et il reprend sa forme initiale sans écraser les gens qui sont en dessous. Il dure beaucoup plus longtemps. Et quand vous avez fini, vous compostez. Au lieu de faire des gravats que vous mettez sur les chantiers partout. Une petite algue fait du verre de très très bonne qualité. On travaille beaucoup avec Saint-Gobain en ce moment. Il y a plein d'exemples. Je pourrais faire notre conférence là-dessus un autre jour. C'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Parce que vous avez effectivement 4 milliards d'années de R&D en fait. Hein. On parlait avec Philippe Piersard de ce petit ténébrionnite du Namib qui sait faire sa goutte d'eau tous les jours. Et vous voyez que dans plein de systèmes, c'est utilisable. Hein. Ça va aller dans plein de possibilités. On est parti vraiment sur un usage massif de la bioinspiration. Pour terminer, un peu de philosophie. Que disait Sri Aurobindo? On est en 1915 ici. Il n'y a pas d'écologie, il n'y a pas d'écologisme. Regardez ce qu'il disait en parlant des humains. Je vous laisse lire. Et il allait jusque-là. Pour un biologiste, une transformation radicale s'appelle une métamorphose. We have to change. Comment on doit changer pour éviter tout ce que je vous ai raconté? J'y crois, hein? Qu'est-ce qu'on fait finalement ensemble ici ce soir? Et c'est Edgar Morin. Je vais terminer sur lui. En fait,
je vous ai dit plein de choses qui sont un peu préoccupantes, sinon inquiétantes. C'est le probable, ça. Mais souvent, dans l'histoire de l'humanité, le probable ne s'est pas produit. Et là, je vous remercie d'être venus, parce que qu'est-ce qu'on fait ce soir ensemble? On se bat pour que ce probable-là ne se produise pas. Ça, j'y crois. Mais pour y croire, il ne faut pas qu'on fasse comme on faisait avant. Il faut vraiment qu'on ait des activités de changement. Et ce que disait Edgar Morin, il dit la Terre, c'est un vaisseau spatial avec 4 moteurs. Il dit c'est effectivement la science, la technique, l'économie et le profit. Bon, je veux bien dans un système capitaliste qu'il faut quand même un peu encadrer, on est d'accord. Chacun de ces moteurs peut être très bénéfique pour l'humanité ou très délétère. Et il rajoute, le problème est assez catastrophique. C'est pour ça que nous, on veut que ce problème-là ne se produise pas. Et il dit après, il y a toujours eu de la problème dans l'histoire de l'humanité. Ce que je vous disais à l'instant. Et il dit, pour ça, il faut une métamorphose. Il nous manque une conscience humanitaire planétaire. Et il rajoute, on est Faber. On sait faire, j'ai des chaussures, un pantalon, on a un bel amphithéâtre, on a une voiture dehors, on est Faber, on sait faire un tas de trucs. Ça nous différencie beaucoup de l'animal d'ailleurs. Il y a des animaux qui sont un peu Faber, mais ils ne prolongent pas dans le temps. Le nombre de fois que j'ai crié à une femelle de chimpanzé dans le parc d'Ouganda que l'on a, nous, les gens du muséum, qui va passer 1 heure à préparer un outil pour manger un termite. Elle jette son outil par terre et elle s'en va en l'oubliant. Je dis, mais ramasse-le! Ben voilà, la différence est là. Je n'ai pas réussi encore. Le jour où elle ramassera, là on commencera à craindre effectivement la montée des chimpanzés pour arriver vers l'humain. C'est la grosse différence. Et puis, il disait ça cette année au président Macron, à force de sacrifier l'essentiel à l'urgence, on finit par oublier l'urgence de l'essentiel. Et il disait en terminant, en parlant des Gilets jaunes, vous savez, quand on gouverne en laissant une grande partie des gens de côté, le premier gourou qui passe, il gagne. Et c'est là que nous, on a une vraie responsabilité, gens de bonne intention, pour changer le système. Voilà, je termine là-dessus. Ce sont les avantages du vivant par rapport à l'économie classique. Le vivant innove en permanence, tout le temps, tous les jours. Et le vivant, il innove pour tous, y compris pour les gilets jaunes. Le vivant fait tout avec une énorme parcimonie d'énergie. Le vivant fait du verre à 20 degrés, fait des bétons incroyables à température ambiante, d'un petit coin de système qu'on a complètement, par arrogance, ignoré complètement. Il sait tout faire, il a tout vécu. Le vivant ne produit jamais une substance qui va l'empoisonner. Le vivant, il fait des poisons ultra-violents. Quand vous vous rappelez, les Japonais, qui emmenaient son staff au champ en mangeant de l'herbe, ils sont empoisonnés en bouffant des champignons toxiques et tout. La nature n'est pas sans produits toxiques, évidemment. Un venin de crotale ou un venin de cône, ici, c'est sérieux. Mais le vivant, c'est les dégradés. Nous, on s'est empoisonné par 150 000 molécules de synthèse depuis les années 50, qui sont partout dans nos cheveux, dans notre lit, partout en permanence. Ça, c'est une vraie question que le vivant n'aurait jamais produit. Il n'y a pas de machine à gaz comme l'énergie nucléaire dans le vivant. Le soleil sait faire de l'énergie nucléaire. Mais là, c'est vrai que son énergie, c'est la lumière du soleil. Le vivant innove pour tous, on l'a dit. Et enfin, ce qui m'intéresse beaucoup, le vivant ne maximise jamais. Il optimise en permanence. Et ma conclusion finale, c'est celle-ci. Il faut qu'on arrête cette économie actuelle suicidaire et stupide qui consiste à faire du profit en détruisant ou en surexploitant la nature. Si on fait ça, on s'en sortira et on évitera ça. Merci.